Mais d'abord, l'Ukraine qui a sauté à pieds joints sur l'indépendance en décembre dernier. 91% de oui au référendum. Même les Russes d'Ukraine ont voté pour. Évidemment, les comparaisons sont toujours délicates, mais essayez d'imaginer qu'après leur victoire sur les plaines d'Abraham, les Britanniques aient empêché les Français du Canada d'avoir leurs écoles, leurs religions, leurs institutions, leur code civil, que nous soyons aujourd'hui fortement anglicisés, que le gouvernement de Québec soit totalement inféodé à celui d'Ottawa et que le Québec décide quand même, et sans hésitation aucune, de choisir l'indépendance. Évidemment, ce n'est pas ça l'histoire du Québec, mais c'est celle de l'Ukraine. L'Ukraine était dominée par la Russie depuis 1654. Au fil des siècles, la Russie a commencé à considérer l'Ukraine comme acquise, les Ukrainiens comme des petits Russes, et à la Révolution de 17, d'engloutir l'Ukraine, carrément. Aujourd'hui encore, dans la rue, les Ukrainiens parlent russe entre eux. L'Ukraine est pauvre, comme toute l'ex-URSS d'ailleurs. Ses produits ne seraient pas compétitifs en Occident. Elle est dépendante, sauf pour l'agriculture, des produits et du marché russe. Son industrie lourde est désuète et appelée au chômage. Eh bien, c'est dans ce contexte que nous avons séjourné en Ukraine récemment. Une Ukraine frustrée par son passé, mais pleine d'espoir face à l'avenir. Ces images n'ont pas été tournées à Kiev, mais à Montréal, où vivent près de 20 000 Ukrainiens d'origine. Une toute petite minorité par rapport à l'ensemble de la communauté ukrainienne du Canada, qui en compte près d'1 million, mais une minorité tricotée serrée, jalouse de ses coutumes et de ses traditions, la plupart de ses membres parlant encore l'ukrainien. Moscou, gare de Kiev. Ce soir-là, nous partions pour une semaine en Ukraine voir comment elle vivait l'an 1 de l'indépendance, après plus de 3 siècles de domination russe. Il y a 1 million d'Ukrainiens à Moscou, 10 millions dans l'ancienne Union soviétique. Dès que nous sommes montés dans le train Moscou-Kiev, nous nous sentions donc déjà un peu en Ukraine. Des dizaines d'Ukrainiens se rendaient à la première conférence des Ukrainiens de la diaspora. Тим більше, що коли був путч, то наш прапор був, і наші хлопці були, і не тільки наші, і там литовські, естонські, от в серпні. Patriotique jusqu'à l'os. Indépendantiste, mais pas tellement par nationalisme que par réflexe d'autodéfense contre le centre, Moscou, qui les domine depuis si longtemps. Я не знаю, як це людина західного світу розуміє таких простих речей. Ми хочемо, щоб Україна була нормальною державою, і щоб вона мала міждержавні стосунки, культурні, політичні, економічні, такі інші. Але як незалежна держава, не як частина імперії там чи Росії. Relation d'égal à égal. Нарівно, так. Kiev est une ville importante dans l'histoire russe. Elle est même le berceau de la Russie. Déjà au XIe siècle, Yaroslav le Sage, prince de Kiev, avait tracé les destinées de la Russie chrétienne. Hier encore, l'Ukraine était la deuxième république en importance de l'URSS. Elle fournissait à elle seule le quart de la richesse soviétique. Moscou, aujourd'hui donc, se mord les doigts de la voir indépendante. Eh bien voilà, c'est le matin, nous approchons de Kiev, après un long voyage, 13 heures de train Moscou-Kiev, de nuit. La place assise coûtait 54 roubles, c'est-à-dire 54 cents. Nous avons préféré prendre un wagon-lit à 200 roubles, 2 $, quitte à payer le supplément, c'est-à-dire la tasse de thé du matin et puis l'utilisation des draps, ça c'est 13 roubles de plus, 13 cents. Avant, c'était 1 rouble seulement, il y a à peine quelques mois, l'inflation ici. Le train est bondé d'Ukrainiens qui vivent à Moscou. Il y en a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent un peu partout dans les anciennes républiques de l'URSS et qui s'en viennent à Kiev justement assister à cette conférence des Ukrainiens de la diaspora, qui s'en viennent en fait assister à la naissance de leur pays,
avec tout l'enthousiasme et toute la fierté que cela suppose. Kiev, 3 millions d'habitants, une ville tout en collines, l'une des plus vertes d'Europe, dit-on, même si nous ne l'avons vue qu'en hiver. Mais en même temps, une ville polluée par les tonnes de déchets que crachent ces cheminées d'usines. L'espérance de vie à Kiev est la plus faible de l'ex-URSS. De magnifiques églises, dont Sainte-Sophie, construite au XIe siècle, de belles façades pastel du siècle dernier aussi, malheureusement mêlées aux horreurs glaciales de l'architecture stalinienne. C'est au Palais des Congrès de Kiev qu'avait lieu cette conférence des Ukrainiens de la diaspora. Des centaines de délégués venus de partout, de Russie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, du Brésil, d'Argentine, même du Canada. Des Ukrainiens venus se ressourcer, venus renouer avec les traditions, venus entendre aussi les beaux discours. Des Ukrainiens à qui le président Leonid Kravchuk promettait les mêmes droits qu'aux citoyens du pays. Étonnant ce Leonid Kravchuk. Il y a 1 an à peine, il était encore un communiste convaincu, un faucon, fidèle exécuteur des ordres de Moscou. Aujourd'hui, le même Leonid Kravchuk affirme que Moscou n'a pas plus d'importance pour l'Ukraine que New York ou Paris. Il a même forcé Boris Yeltsin à descendre en personne en Crimée, négocier le partage de la flotte soviétique. Kravchuk dit aussi que l'accord de Minsk, créant la communauté des États indépendants, n'est que temporaire, tant qu'il fera l'affaire de l'Ukraine. Il se fait rassurant toutefois sur la puissance nucléaire de l'Ukraine, la 3e au monde. Ми будуємо власні збройні сили виключно для потреб оборони України, захисту її кордонів і національних інтересів. Ніколи... Pour garder l'enthousiasme et même l'appui des Ukrainiens, il faudra que Leonid Kravchuk fasse vite. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est entouré depuis l'indépendance de conseillers politiques et économiques venus d'Occident. Parmi eux, l'ancien ministre Marc Lalonde, qui l'aide à monter un bureau présidentiel efficace. Pour réorganiser les ministères, déterminer les priorités et mettre sur pied une bureaucratie indépendante de Moscou, un autre Canadien que nous avons rencontré, il est d'origine ukrainienne, il vit à Kiev depuis 6 mois dans un modeste appartement tout seul, sa famille est restée en Alberta, Bohdan Kravchenko, un économiste. C'est impossible de faire des réformes économiques, il n'y a pas de mécanismes gouvernementaux pour les implémenter. Et on est en train maintenant d'aider de monter un gouvernement efficace, mais il n'y a pas de structure. Et c'est très très faible pour des raisons assez évidentes. C'est que l'Ukraine était une colonie, toutes les décisions étaient faites à Moscou, même la quantité de la bureaucratie ici est très petite. Le ministère des Affaires étrangères a seulement 80 personnes qui travaillent dedans. Et aussi, auparavant, c'était le comité central, le bureau politique qui faisait toutes les décisions. Alors la tête est coupée maintenant parce que le parti n'existe pas. Et c'est un corps qui a des bras mais n'a pas de tête. Et ça gêne énormément la réforme économique. Qu'est-ce qu'il y a le plus urgent à faire, M. Kravchenko? Le plus important ici, c'est question de privatisation, question de commercialisation de la vie économique des entreprises, question de démonopolisation, question de réforme de services bancaires et réseaux financiers, question de réforme de système budgétaire et réforme des impôts. Et c'est clair que ce n'est pas facile à faire. Et tout ça est à faire au complet. Et tout ça est à faire au complet. Il faut le faire dans les mois prochains, avant l'introduction de la monnaie ukrainienne. Et c'est possible à faire. Est-ce que le gouvernement ukrainien mise beaucoup sur l'apport de l'investissement étranger, canadien, américain, européen?
Oui, mais il ne faut pas se faire d'illusions parce que premièrement, il faut changer la structure économique et après, on verra les investissements. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour un investisseur canadien ici en Ukraine? Il y a beaucoup de choses. Il y a quand même de grandes possibilités commerciales. On peut prendre n'importe quel secteur, hôtel par exemple. Vous savez très bien qu'à Kiev, il y a une crise des hôtels. Les étrangers ne peuvent pas vivre dans un hôtel normal. Question agricole et spécialement question de processus, fabrication des produits agricoles. Il y a énormément de possibilités dans des secteurs de manufacture. L'Ukraine a aussi une main-d'œuvre très bien qualifiée. Il y a beaucoup de scientifiques. Il y a dans quelques secteurs un niveau technologique assez élevé, dont c'est possible d'installer des lignes de production ici qui peut donner un grand bénéfice. Par exemple, dans les hôtels, le personnel n'est vraiment pas serviable. Ces gens-là n'ont pas, en apparence, envie de travailler. On regarde ça aussi un peu partout quand on se promène, on va dans les magasins. Les gens n'ont pas l'air très vaillants, ils n'ont pas l'air très enthousiastes. Ça peut être inquiétant pour un investisseur étranger, ça, M. Kravchenko. C'est clair, mais si vous êtes payé en roubles aussi, je pense que vous aurez plus ou moins le même niveau d'enthousiasme. La situation est tellement instable qu'il se pourrait que dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être avant, peut-être plus tard, que l'immense Russie à côté, le tigre russe, l'ours, le gros ours, mette sa patte sur l'Ukraine, comme il a toujours fait depuis 300 ans, ne voulant pas perdre l'Ukraine. Vous craignez ça aussi? Oui, c'est une crainte, mais ce n'est pas la situation aujourd'hui n'est pas telle qu'elle était en 1917. Mais il faut être aussi conscient du fait que l'Ukraine est un État très grand, avec une armée de 300 000 personnes. Et je ne pense pas qu'une confrontation militaire est possible, va devenir. Je pense que le beaucoup plus sérieux dans tout ça, c'est une guerre économique. C'est un boycott économique que la Russie commence de faire contre l'Ukraine. Vous savez que l'Ukraine, l'année dernière, a rempli 80% de ses obligations de provisionnement. La Russie a rempli... Envers la Russie? Envers la Russie. La Russie a rempli seulement 20%. Si tu es un Russe en Ukraine ou un Ukrainien en Ukraine, ils détestent Moscou. Et le plus haut que tu vas, ils détestent même plus. Parce que la humiliation de se marcher dans des corridors à Moscou, de la méprise avec laquelle... Moi, j'étais une fois allé à Moscou avec une délégation ukrainienne, mais c'était vraiment... J'étais furieux. On vous traite comme la petite bière. bière. Les petits connards qui sont venus d'Ukraine, les petits paysans. Le fait de revenir ici, qu'est-ce que ça vous fait en dedans, là, comme Ukrainienne d'origine? Quelles émotions vivez-vous, là? Énorme émotion, parce que quand je suis venu ici la première fois en 1970, c'était pas l'Ukraine, c'était... Je trouvais une province russe. Tout le monde parlait russe, il n'y avait aucune conscience nationale. Et je me disais, mais cette Ukraine dont mes parents ont parlé d'une Ukraine, ça n'existe pas, ça existe seulement dans la tête de mes parents. Le fait que l'indépendance était achevée sans une perte, et pas une personne qui est morte dans le processus d'obtenir l'indépendance, ça c'est quelque chose de remarquable et on est très heureux. Tout est à faire en Ukraine. La tâche est gigantesque. Mais l'Ukraine n'a pas qu'un potentiel agricole et industriel prometteur. Elle peut aussi compter sur une population très instruite. Et sur la culture ukrainienne encore très vivante malgré les siècles de soumission et d'interdits. Elle peut compter aussi sur les Ukrainiens de la diaspora qui se mobilisent un peu partout. L'apprentissage de la démocratie, de l'indépendance, ne se fera pas en un an, bien sûr. Pourtant, les prochains mois seront cruciaux.